prend un court laps de temps avant de s'écraser. Mais les données envoyées avant la destruction de Vénéra sont précises et surprenantes. À la surface de Vénus, les conditions sont infernales. La température est d'environ 460 degrés Celsius. C'est vraiment beaucoup. L'eau bout à 100 degrés et le plomb fond à une température légèrement inférieure à 460 degrés. Si on pouvait y aller, on verrait du plomb en fusion à la surface de Vénus. Ce n'est vraiment pas un endroit agréable. Pour les spécialistes des sondes, Vénus est un terrain d'entraînement aux conditions extrêmes. Mais il existe un objectif plus difficile à atteindre et plus lointain, dont les conditions sont encore plus destructrices que Vénus, les planètes extérieures. Pour y parvenir, il faut plus qu'une simple fusée. L'un des plus gros problèmes des sondes spatiales, c'est d'avoir assez de carburant pour arriver à destination. Si l'on doit effectuer plusieurs mises à feu, on va vite se retrouver à court de carburant. Mais il existe une solution inhérente au tissu même du cosmos, la gravité. Au début des années 60, on a découvert que l'on pouvait utiliser la force gravitationnelle des planètes pour aider un vaisseau à accélérer et aller plus loin. Cela a ouvert l'exploration des régions au-delà du système solaire. On appelle cette technique l'assistance gravitationnelle ou l'appui gravitationnel. On utilise l'attraction d'un corps céleste pour modifier en direction et en vitesse la trajectoire d'un engin spatial. L'assistance gravitationnelle, c'est un peu comme frapper une balle de baseball. La sonde spatiale se dirige vers une planète, elle est happée par la gravité et redirigée dans une autre direction, tout comme en frappant la balle avec une batte. Quand la batte entre en collision avec la balle, elle modifie la direction de son trajet et elle peut la propulser plus vite qu'au départ. En contrôlant l'attraction gravitationnelle des planètes, la NASA est maintenant capable d'accélérer ses sondes jusqu'à des planètes extérieures. Cassini a couvert plus de 270 millions de kilomètres pour aller jusqu'au lac de méthane de Titan, la lune de Saturne. Sans cette assistance gravitationnelle, la sonde, qui pèse 12 tonnes selon la gravité terrestre, n'aurait jamais pu atteindre le système solaire extérieur. Nous ne possédons pas de réacteur assez puissant pour l'envoyer directement sur Saturne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les explorateurs de l'espace sont prêts à envoyer des sondes au-delà des planètes extérieures, vers les étoiles lointaines. Mais l'assistance gravitationnelle ne permet pas d'y envoyer des hommes. Pour voyager dans l'espace intersidéral, il faut faire appel à une force de propulsion aux accents de science-fiction, la propulsion ionique. Un moteur ionique est comme un mini-accélérateur linéaire. Le carburant est ionisé au lieu d'être brûlé. Ce moteur ionique a une faible poussée, mais il fonctionne pendant des mois et propulse la sonde à des vitesses de plus en plus élevées. Le moteur ionique remplace le carburant chimique par un gaz inerte comme le xénon. Celui-ci est ionisé. Les ions ainsi libérés passent par deux grilles chargées électriquement et subissent ainsi une accélération vers l'arrière qui propulse le vaisseau vers l'avant. La propulsion ionique n'a rien à voir avec celle des moteurs conventionnels. Un moteur chimique se propulse de lui-même comme un fusil à pompe à double barillet. Ce fusil à pompe fonctionne comme les moteurs chimiques que l'on trouve sur une navette spatiale. Je suis assis sur un rail de travelling. La question est, le fusil donne-t-il une poussée suffisante pour surmonter le frottement entre les roues et les rails? Une seule détonation déplace le chariot d'environ 15 cm. La seconde prolonge le mouvement. Mais remplaçons maintenant ce gros double barillet par une arme plus petite. J'ai maintenant un 22 long rifle. C'est un peu différent du fusil à pompe. Le fusil à pompe envoie des mini-plombs à une vitesse assez modérée. Le 22 long rifle envoie le plomb très rapidement. Cette différence ressemble à celle du moteur ionique. Le recul du 22 long rifle fait bouger le chariot de moins de 3 cm. Des coups répétés vont le déplacer un peu plus. Et dans l'espace, c'est exactement ainsi que fonctionnerait un moteur ionique.
Il commencerait à nous propulser tout doucement et accélérerait jusqu'à nous faire atteindre des vitesses très élevées. En opérant de toutes petites poussées à travers les vastes étendues de l'espace où il n'y a pas de friction, le moteur ionique peut ainsi faire avancer une sonde pendant des années. Cette technologie pourrait signer la fin des énormes propulseurs dans le domaine des sondes spatiales. Les carburants chimiques posent un problème, car ils sont assez inefficaces. Ils sont très lourds et il faut les transporter. Ce qui veut dire que les fusées qui lancent le vaisseau doivent être d'autant plus puissantes et coûteuses. Les moteurs ioniques plus légers ont déjà été testés dans l'espace. Ils ont fait fonctionner la sonde Deep Space One à la fin des années 90. Et récemment, ils ont propulsé la sonde japonaise Hayabusa et l'ont aidé à se poser sur un astéroïde. Les moteurs ioniques vont bouleverser l'exploration des profondeurs de l'espace. On va pouvoir se rendre dans une foule d'endroits sans transporter des tonnes de carburant. Et plus vite, cela dépend de là où on veut aller. Nous pourrions par exemple nous rendre sur Mars, notre voisine planétaire. Actuellement, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne détient le record pour avoir effectué le trajet Terre-Mars en 6 mois. Mais avec un moteur ionique avancé, ce record devrait être battu. Un moteur ionique réduirait sans doute la durée du voyage à quelques semaines. 5 semaines pour aller sur Mars. Mais ce n'est qu'un début. La prochaine étape dans la propulsion ionique sera une accélération jusqu'à 100 fois plus rapide. On l'appelle VASIMR, acronyme de Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, fusée magnétoplasma à impulsion spécifique variable. Le moteur ionique VASIMR possède un générateur de fréquences radio et un second niveau. Il fonctionne un peu comme un micro-ondes où un vaisseau d'énergie électromagnétique chauffe très vite les aliments. Si on chauffe le plasma et qu'il reçoit ainsi plus d'énergie, il acquiert alors un champ magnétique très puissant qui prend ce plasma surchauffé et l'envoie vers l'arrière, à des vitesses très élevées. Les ions peuvent être chauffés jusqu'à environ 500 000 degrés. Cela suffit pour envoyer une sonde spatiale bien au-delà de notre système solaire. La technologie des fusées avance et les profondeurs de l'espace s'ouvrent à l'exploration. Il nous faut maintenant une destination. Une sonde spatiale explore actuellement les cieux à la recherche de cet objectif, une nouvelle Terre, et peut-être de nouvelles formes de vie. Les sondes spatiales sont à la pointe de l'une des quêtes les plus anciennes de l'astronomie. La recherche d'une autre Terre. Aujourd'hui, une nouvelle génération de robots explorateurs recherche des indices de planètes extrasolaires et sont en train de les trouver. Une planète extrasolaire est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Nous avons 8 planètes majeures en orbite autour du Soleil, qui est une étoile typique. La question qui ne cesse de ressurgir depuis des siècles est de savoir s'il y a des planètes en orbite autour des étoiles que nous voyons la nuit. Depuis l'époque de Galilée, les scientifiques pensent qu'il pourrait exister d'autres planètes parmi les milliards d'étoiles. Mais la quête de planètes extrasolaires ou exoplanètes n'a pu réussir que 4 siècles après Galilée. En 1995, dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre, les spécialistes ont découvert la première véritable planète extrasolaire, 51 Pégasi b, et cela uniquement grâce à des indices indirects. Si nous avons pu détecter ces planètes extrasolaires, c'est uniquement grâce à une technique appelée l'oscillation stellaire. Avec une grosse planète comme Jupiter, il va y avoir un mouvement d'oscillation de l'étoile. Également appelé l'effet Doppler, l'oscillation stellaire est observée à travers un télescope. Si la lumière de l'étoile passe régulièrement à une longueur d'onde rouge ou bleue, puis revient, c'est qu'il y a sans doute une planète en orbite qui entraîne ce changement. Au cours de la dernière décennie, les astronomes ont eu beaucoup de chance. Ils ont trouvé des centaines de planètes autour d'autres étoiles.
Mais celles-ci sont les équivalentes des grosses planètes comme Jupiter, Saturne ou Neptune. Nous n'avons pas trouvé de Terre, s'il en existe. Nous avons déjà découvert avec certitude des centaines de planètes extrasolaires. Mais certaines d'entre elles sont-elles assez proches pour que nous puissions les explorer? C'est ce qu'Annabelle C. de Pennsylvanie nous a demandé. Elle nous a envoyé le texto suivant. En combien de temps une sonde spatiale atteindrait-elle l'exoplanète la plus proche avec le moyen de propulsion le plus performant? Annabelle, c'est une question très intéressante à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Avec les technologies actuelles, une sonde spatiale pourrait sans doute atteindre une autre étoile en 100 000 ans. La plus proche que nous connaissions est à environ 10,5 années-lumière. Mais peut-être en existe-t-il d'une autre encore plus près. Ou peut-être pourrons-nous dans le futur améliorer la technologie de propulsion spatiale. Ainsi réduirait-on une durée de 100 000 ans. Mais la réponse envisagée pour le moment se situe entre 50 et 200 000 ans. Pour découvrir des planètes comme la Terre, il faut observer très attentivement dans le cosmos des étoiles plus faibles et lointaines. Une technique d'observation révolutionnaire pourrait bientôt identifier la première nouvelle Terre. Il s'agit de la méthode des transits. Elle offre une preuve indirecte du passage d'une planète en orbite entre une étoile et notre point de vue depuis la Terre. Imaginons que ce réflecteur est la face de l'étoile et qu'un insecte passe devant, comme une planète. Lorsque l'insecte vole devant et autour de ce réflecteur, il bloque un peu sa lumière, tout comme lorsqu'une planète comme la Terre passe devant une étoile semblable au Soleil. La variation est souvent inférieure à 1/10 de la lumière émise par l'étoile. Elle est presque invisible, mais plus que suffisante pour une sonde spatiale qui scrute le cosmos. On aimerait savoir s'il existe quelque part une autre planète comme la Terre, et la mission Kepler a une bonne chance de la trouver si elle existe. La sonde spatiale Kepler est l'œil puissant dont se servent les spécialistes pour trouver une planète semblable à la Terre, une aiguille dans une botte de foin. Le télescope de la sonde est équipé d'un appareil photo à 95 millions de pixels pour observer le transit des planètes. La mission Kepler utilise cette technique des transits pour rechercher de nouvelles planètes extrasolaires. Elle permet d'observer des milliers d'étoiles et d'attendre que leur lumière diminue très légèrement lorsqu'une planète passe devant elle. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles et peut-être bien de milliards de planètes comme la Terre. Cela dit, les chances de trouver une Terre en orbite autour d'une étoile sont très faibles. Kepler va devoir se concentrer sur des milliers d'étoiles à la fois. J'ai ici un DVD qui représente un système planétaire avec une étoile au centre et une planète qui tourne autour. La plupart du temps, le système planétaire est incliné par rapport à notre champ de vision. Donc la planète, en orbitant, ne passe jamais devant l'étoile en bloquant sa lumière. Mais avec un peu de chance, si le plan orbital de la planète est visible, elle croisera alors l'étoile, bloquera sa lumière et fera varier son intensité. Il nous faut donc observer des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'étoiles pour avoir la chance d'apercevoir quelques planètes en train de passer devant l'étoile. Pendant que le monde attend, Kepler observe en permanence les étoiles lointaines. Mais si elle trouvait une nouvelle Terre, que découvririons-nous à son sujet ? À quoi ressemblerait-elle? Pourrait-il s'y trouver des formes de vie? Quand Kepler aura découvert des planètes comme la Terre, et je suis quasi certain que cela se produira, il faudra ensuite tenter d'analyser la lumière venant de cette planète. Quelle est la composition chimique de cette planète? Possède-t-elle une atmosphère d'oxygène ou simplement de dioxyde de carbone ou de méthane? Est-elle constituée de continents et d'océans? À l'heure actuelle, nous ne possédons pas la technologie qui permettrait d'analyser l'atmosphère d'une nouvelle Terre lointaine. Mais la situation est sur le point de changer. En 2015, le télescope spatial James Webb aura 4 fois la capacité d'imagerie de Hubble.
il permettra d'observer de petites molécules dans l'atmosphère d'une planète